Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Parfait. Bonjour François. Bonjour Daisy. Comment allez-vous ? Ça va bien. Nous nous connaissons depuis un certain temps. Il y a longtemps que je nous avais vus. Oh oui, c'est tout nouveau. Enfin, tout nouveau. Ça fait effectivement longtemps, oui. Peut-être pour juste vous présenter, parce que Voilà. notre audience, peut-être pouvez-vous m'expliquer qui vous êtes, Daisy ? Bien. Comme vous le savez, je m'appelle Daisy Dourdet. Je suis mariée. J'ai 3 enfants qui sont aujourd'hui 3 chefs d'entreprise. L'un est dans l'immobilier à Paris. L'autre est dans la fabrication industrielle, plutôt le rechappage industriel de pneus. Et le petit dernier, qui a un certain âge aujourd'hui quand même, qui est 3 adultes, quoi. Le dernier est directeur d'un centre auto à Chartres-de-Bretagne. Si vous avez besoin de réparation, ne manquez Pourquoi pas. Il est très au service de ses clients. Si je dois expliquer mon parcours professionnel, mais je vous laisserai le temps de me poser quelques questions, il me faudra revenir un peu sur mon passé, parce que c'est ce qui a déterminé beaucoup notre vie actuelle. Mais avant qu'on aille sur le passé, comment vous définiriez aujourd'hui, alors dans l'univers professionnel, quelle a été un peu votre casquette, j'ai envie de dire, comment vous êtes toujours vu ? Un peu comme... je parle de mon époque, bien entendu, je ne parle pas en termes d'égalité professionnelle, mais comme j'étais dans un milieu très masculin, nous étions 2 femmes PDG d'une entreprise de distribution d'accessoires automobiles en France et en Europe. Je me suis sentie un peu, non pas perdue, mais un peu une exception. Et c'est ce qui a motivé mon désir d'apprendre, de toujours apprendre, pour faire de mieux en mieux mon métier, qui finalement pour moi n'était ni un métier masculin, ni un métier féminin, mais un métier tout court que j'ai beaucoup aimé, puisque quand on est chef d'entreprise, il faut aimer ce que l'on fait, sinon on ne réussit pas toujours. Effectivement. Justement, avant de rentrer plus en détail, parce que je suis impatient de comprendre un peu comment vous en êtes arrivé là, mais comme vous le disiez très justement il y a quelques minutes, qu'il fallait un peu revenir sur votre passé et sur un peu votre histoire, alors plus personnelle. J'ai d'ailleurs découvert à travers la préparation que vous faisiez, que vous m'avez communiqué, que vous étiez pied noir en fait. Oui, si l'on veut, sauf que, bien entendu, mon père et ma mère sont nés en Tunisie, mais vous savez qu'à l'époque, il fallait peupler les colonies. Donc, ça faisait partie des générations de Français qui avaient été envoyés dans les colonies pour les peupler et les moderniser. Et mon père était fonctionnaire, natif d'Alger, départ en Tunisie, et il a connu mon mère en Tunisie. Maman était très jeune, puisqu'ils se sont connus, elle avait 16 ans et mon père en avait 27. Donc, ils ont fait 7 enfants. Je suis la 6e d'une fratrie. Et mon père était ingénieur du cadastre en Tunisie, c'est-à-dire qu'il avait gravi les échelons. À l'origine, il était imprimeur, typographe. Et quand il a commencé à avoir des enfants, ma mère était un peu affolée de ce métier qui n'était pas tellement stable finalement et qui, comme aujourd'hui, dépendait des offres d'emploi. Mon père est donc entré dans l'administration française, dans le cadastre, qui opérait en Tunisie à l'époque pour mettre en état les routes, etc. et de
de technicien de base, il est devenu ingénieur et puis il a dirigé le cadastre en Tunisie. D'accord. Voilà. C'est très marrant parce que je parle notamment de cette période parce que, et on va revenir dessus, mais mes grands-parents sont également pieds noirs, mais eux d'Algérie. Donc ils ont connu aussi un peu tous les événements et c'est des événements que vous avez vécus notamment. Mais disons que la problématique, c'est que moi, j'étais adolescente quand a commencé la crise des colonies. La crise, en fait, la Tunisie était un mandat ou un protectorat, je ne me souviens plus très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu ces problèmes d'appartenance du pays et de rejet de la colonisation française, moi je ne comprenais pas. J'étais une adolescente qui a toujours été éduquée, bien que catholique, selon les rites de la Tunisie. Je n'avais pas le droit de sortir seule. Quand je sortais, c'était accompagné de mes frères, s'ils voulaient bien être avec moi. On recevait nos amis chez nous. On n'allait pas à l'extérieur, c'était hors de question, et toujours en présence de nos parents, même s'ils se montraient discrets pour laisser aux adolescents que nous étions les moyens d'exprimer notre envie de vivre entre jeunes. Bien sûr. Donc, une éducation plutôt sévère. On vivait une époque où les filles avaient le risque d'avoir des aventures et de tomber enceintes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Disons qu'il y a des moyens autres aujourd'hui et plus de liberté. Mais je n'ai pas connu cette liberté de jeunes filles qu'ont pu connaître les jeunes françaises. Donc, quand il y a eu la révolution tunisienne, dirigée par Bourguiba, eh bien, on s'est senti un peu comme assommés parce qu'on ne comprenait pas. On s'était identifié finalement à la population, et la population, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit israélite, ne comprenait pas non plus, puisqu'on était tous en harmonie, il n'y avait aucun problème. Et on a mal vécu cette révolution. Moi j'ai vu la cathédrale de Tunis fermée pendant les émeutes, on ne pouvait même pas s'y réfugier. Il m'est arrivé une fois de voir un bus flamber devant moi avec des élèves dedans. C'est un bus que j'aurais dû prendre mais que je n'ai pas pris, j'ai eu de la chance. Bref, un rejet complet qu'on ne comprenait pas. Nous autres pieds noirs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et pour moi, la Tunisie était mon pays de cœur et mon pays de vie finalement. Je n'avais rien connu d'autre. Oui, parce que vous êtes arrivé sur Marseille, vous étiez très jeune. J'allais avoir 18 ans. D'accord. Oui, donc une bonne part de votre vie, de votre jeunesse a été... Donc, vous avez vécu là-bas. Quand nous avons quitté la Tunisie, si vous voulez, sans argent, sans rien, juste la certitude que mon père allait retrouver un emploi en France, puisqu'il était fonctionnaire. Nous sommes arrivés chacun, il restait mon frère et moi, nous étions toujours à charge de mes parents. Et nous sommes arrivés à Marseille. Moi, je ne connaissais rien de la France. J'en avais entendu parler comme un pays de rêve, si vous voulez. Le pays, mon pays, mais que je ne connaissais pas. Et quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis comme si nous étions des immigrés étrangers. Non pas des Français qui étaient en recherche finalement d'un pays d'accueil, le leur, puisque la France était notre pays. Nous étions de nationalité française. Or, j'ai commencé à avoir des doutes en arrivant en France. Je me demandais si vraiment nous étions reconnus comme des Français, ou comme des musulmans, ou des Arabes, ou des étrangers finalement. Des gens du Maghreb. On n'avait pas fait la différence entre les pieds noirs, qui, bien qu'ils soient nés en Tunisie, étaient français et avaient une histoire française. Ma mère est d'ailleurs d'origine corse. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème. C'est par hasard qu'elle est née en Tunisie, comme moi, comme tous ceux qui ont choisi de vivre dans les colonies. Ce passage, moi, m'évoque pas mal de choses, parce que j'en ai beaucoup discuté avec mes grands-parents qui ont vécu, alors pas en Tunisie, mais plutôt en Algérie, et ils ont eu des sentiments très similaires, des choses comme ça, de ce problème de reconnaissance. Alors eux sont montés très vite sur Paris. Ils ont habité à Paris pendant longtemps, mais je retrouve un écho de ce qu'ils me disaient à l'époque.
Nous aussi, par ailleurs, nous avons été obligés d'aller à Paris, nous réfugier chez notre fils, notre frère plutôt, le fils aîné de mes parents, qui avait lui-même 4 enfants, une femme. Donc on s'est retrouvés à 4, plus 6, c'est-à-dire à 10 dans un petit logement parisien. Imaginez la galère, alors qu'on avait une belle maison en Tunisie qu'on avait dû abandonner. Quand mes parents voulaient vendre cette maison, la plupart des Maghrébins lui disaient « Attendez, le sol nous appartient, vous n'êtes pas chez vous, c'est à nous, on ne va pas en plus vous payer ». Heureusement, mes parents avaient trouvé à l'époque un couple de Maghrébins, de Tunisiens, qui lui avaient dit « Bon, bah, écoutez, on n'a pas les moyens de vous payer maintenant, mais on achète votre maison, même si c'est un bas prix, au moins vous la vendez ». Effectivement, mes parents n'avaient plus rien finalement. Même pas l'argent lié à la vente de cette maison. Mon père n'avait que l'espoir de sa paye à la fin du mois pour nourrir ses 2 enfants et sa femme qui lui restaient à charge. Maman n'avait jamais travaillé. Donc on arrive chez mon frère, nous sommes 10 dans un petit logement, des enfants en bas âge, nous sommes, mon frère et moi, adolescents. Mon frère et moi, nous avions 4 ans d'écart, donc il avait 14 ans, j'allais en avoir 18. Et on arrive là, pas de liberté, pas d'espace, pas de souvenirs. Tout est resté en Tunisie, les amis, ce qu'on appelle les copains aujourd'hui, qui font partie intégrante de notre vie quand on est adolescent. Donc la souffrance a été très grande, mais comme elle l'était encore plus pour mes parents, qui se retrouvaient quand même à devoir recommencer complètement leur vie, nous n'avons pas finalement fait état de cet état de choses à mes parents. On se taisait bien entendu et on occultait tout cela au profit de mes parents pour les entourer d'amour et d'affection. Et justement, donc, alors, lors de votre arrivée en France, vous avez repris les études, et c'est là où vous avez rencontré votre mari, je crois, Michel. Oui, mais bien avant de faire des études, si vous voulez, moi je suis issue d'une famille où les femmes ne travaillent pas. D'accord. L'éducation que nous avaient donnée nos parents, les filles étaient destinées à des secteurs sociaux, en appui, en aide, en tant qu'humain, humaniste, mais non pas pour en faire un métier. Mais j'avais suivi une école d'assistance aux malades, et lorsque nous sommes rentrés en France, mes parents ayant trouvé un point de chute en Touraine, ils ont racheté une maison à Amboise, à crédit bien entendu. Il n'y avait pas moyen de faire autrement, ils n'avaient pas encore touché leurs fonds. Et j'ai dû reprendre mes études, mais j'ai dû repasser le concours d'infirmière. D'accord. Puisque je faisais des études d'assistance aux malades, j'avais fait en Tunisie, l'école d'assistance aux malades démarrait tout de suite après le bac. Comme j'avais mon bac à 16 ans, je pouvais fort bien commencer des études sociales dans un hôpital à partir de là. Alors c'était partagé entre l'hôpital et l'école, comme l'apprentissage aujourd'hui. Et donc j'avais déjà 2 années pratiquement d'exercice de ce métier dans différents services des hôpitaux. D'accord. Et lorsque je suis rentrée en France, mon parcours pas professionnel, mais d'étudiante, n'a pas été reconnu. J'ai donc dû passer le concours de la Croix-Rouge française, ce que j'ai fait. J'ai été reçue. Et puis ensuite, bien entendu, j'ai repris mes études à Tours, en partageant mon temps entre l'école d'infirmière, qui était dirigée par la Croix-Rouge française, et les stages dans les hôpitaux, qui étaient, eux, dirigés par des bonnes sœurs à l'époque. Puisqu'il y avait des infirmières, mais la plupart étaient des bonnes sœurs. C'était pas encore l'envolée des laïcs servant dans les hôpitaux. Et tous les services étaient dirigés par des bonnes sœurs. Et chaque fois que je faisais un geste que j'avais formalisé dans mes précédentes études, on me disait, oui, vous vous mettez en avant, c'est pas bien, un peu d'humilité, mademoiselle, etc., etc. Finalement, j'en ai eu marre. Un soir, je suis rentrée en colère à la maison. J'ai dit à mon père, voilà, c'est fini. Tu feras ce que tu voudras, tu me punis si tu veux, mais je ne retourne plus voir ces bonnes sœurs. J'en ai assez. Et j'ai trouvé une oreille attentive parce que mon père connaissait les mêmes souffrances de son côté.
Il arrivait de Tunisie, connaissait bien son métier. Il a été muté au cadastre parisien, à Saint-Germain-en-Laye, qui faisait partie des finances publiques à l'époque, le cadastre. Et les fonctionnaires l'ont mis un peu au placard. Voilà. Et mon père en souffrait beaucoup et on s'est retrouvés mutuellement, on a échangé. Et j'ai dit à mon père, moi ce que je voudrais c'est apprendre autre chose, apprendre de la comptabilité, de la gestion, faire quelque chose, même s'il faut faire ça en 6 mois, parce que je sais que vous n'avez plus trop de moyens, je le ferai en 6 mois s'il le faut, au lieu de le faire en 2 ans. Voilà. D'accord. Et donc vous avez donc changé de parcours J'ai changé totalement de parcours, et comme tous les jours, je m'arrêtais à un petit bar parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Amboise était à 25 km. Donc je partais le matin déjà de la maison de mes parents. Je faisais 5-6 km à pied pour aller à la gare. J'arrivais à Tours. J'allais sur mon lieu de cours. Et ensuite, le soir, je revenais. Je faisais encore 5-6 km. J'aidais maman à la maison, etc. Bref, ce que font tous les enfants quand ils aiment leurs parents, qu'ils veulent leur donner un coup de main. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré Michel. Alors, j'en parle pas juste pour la rencontre, mais c'est là où vous avez pris un tournant et vous êtes... parce que vous avez donc rencontré Michel, mais je vais vous laisser en parler. Et puis vous êtes tout de suite destiné vers l'entreprise. Alors là, je vais un peu vite. mais c'est justement ça qui m'intéresse. En fait, ça m'évoque tellement de souvenirs. Tours est une ville, pour moi, qui représente un nouveau chemin. J'avais découvert quand même que les jeunes femmes en France, les jeunes filles, tout au moins les filles de mon âge, avaient une certaine liberté, même si elle était moindre par rapport à aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que je pouvais apprendre à décider de ma vie toute seule. Et quand j'ai rencontré Michel, parce qu'il y avait une grève, vous voyez, comme quoi la SNCF fait bien les choses, le serveur m'avait dit, vous savez madame, il y a une grève des trains. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir rentrer en Amboise parce que ça faisait quand même 25 km. Je ne pouvais pas les faire à pied. Et j'entends une petite voix derrière qui me dit, vous savez mademoiselle, je suis sérieux, le barman me connaît, je viens souvent ici, si vous voulez, je peux vous raccompagner, j'ai un client sur Amboise. Et je me retourne et je vois un gentil garçon qui était Michel. Et chose paradoxale, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a raccompagné et on ne s'est plus quitté. L'histoire. Vous voyez, l'histoire, les grèves de la SNCF, c'est amusant. Comme quoi. J'y pense quand j'entends les grèves aujourd'hui, mais avec moins d'optimisme, parce qu'aujourd'hui la situation est différente. Oui. Mais à l'époque, ça m'a donné du baume au cœur. Enfin, je rencontrais quelqu'un pratiquement de mon âge. Le temps avait un peu passé, j'avais 18 ans et demi, j'allais presque avoir 19 ans. Lui en avait 20 à peine, 20 et quelques, et il allait avoir 21 ans. On était donc mineurs tous les deux, on avait notre part de souffrance tous les deux. Et on a commencé, si vous voulez, à parler. On s'est aimé au plan moral, bien entendu. Ça n'existait pas à l'époque, tout de suite, le contact physique, non, c'était différent. Et on s'est aimé au premier regard et on a commencé à s'appuyer l'un sur l'autre, à échanger l'un avec l'autre et à compter l'un sur l'autre. Et ça a été très important dans notre vie. D'accord. Jusqu'au jour où j'ai eu le courage d'en parler à mes parents, de le présenter à mes parents, et mes parents m'ont dit non, pas question. Tu es mineur, tu n'as pas fini tes études, etc., etc. Un niet absolu. Quand j'ai revu Michel, je lui en ai parlé, et on a décidé de s'en aller, tous les deux, ensemble. On était mineurs l'un et l'autre, et nous sommes partis à l'aventure. C'est une... Je me doute qu'il n'y a pas de réflexion définie derrière, mais pourquoi d'un coup décider de partir ? Pourquoi cette volonté de partir ? Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu dire, bon, bah, on va attendre d'être majeur, ou on va continuer comme ça le temps que... J'avais vécu pas mal de souffrances morales, qu'on le veuille ou non. Souffrances morales accumulées. Michel représentait pour moi une épaule, un amour,
une relation tellement forte, vous me direz aussi rapide, mais tellement forte, que j'estimais que c'était l'homme de ma vie. Et que je ne pouvais pas laisser passer ça. Mes parents avaient construit leur vie, ils étaient mariés depuis très longtemps. Ils ne pouvaient pas m'imposer d'un seul coup dans un pays libre. Je n'étais plus en Tunisie. Je vous l'ai dit, j'avais découvert cette liberté des jeunes filles, des jeunes femmes. Je ne pouvais pas attendre que mes parents veuillent bien me dire oui. J'avais envie de vivre. Je voulais sortir de cette souffrance constamment devant mes yeux. Quand je voyais mes parents évoquer le passé, mes parents vivaient dans le passé. Ma mère, si vous voulez, ne s'était jamais séparée de son mari et mon père occupait aujourd'hui un poste à Saint-Germain-en-Laye. Donc il partait tous les lundis matins, il rentrait le vendredi soir. Ma mère était tous les jours seule, il fallait l'aider, il fallait la soutenir, il fallait faire du ménage, il fallait faire mes cours. Elle avait pris des enfants pour s'occuper et gagner un peu d'argent. Elle gardait les jeunes enfants. J'avais envie de vivre. J'avais ni argent, ni moyens. Et pour moi, et pour Michel, notre départ ensemble représentait la liberté. L'amour, la liberté et la vie, finalement. La vie ensemble. Et ce qui est très... De ce que je connais, et ce que vous m'avez présenté un peu, c'est qu'en plus de ce départ, ça a été le début d'une aventure professionnelle assez rapidement, en fait. En fait, oui, Michel était représentant de commerce. Donc, représentant de commerce extraordinaire au plan commercial, mais au plan administratif, au plan rapport pour son employeur. À tous les points de vue administratifs, il était un peu brouillon. Alors, bon, j'ai commencé à prendre ça en main. Puis petit à petit, il s'y est habitué, on a commencé à parler. Ensuite, il a changé d'employeur. Et j'ai demandé à son employeur s'il acceptait que de temps en temps je vienne au bureau voir comment ça se passait chez lui à Paris. Et son employeur a bien voulu, alors je donnais un petit coup de main, j'apprenais, je voyais ce qui se passait. J'avais aussi, j'ai oublié d'en parler, à Paris, convaincu mon père de me laisser accepter un emploi durant 3 mois dans une compagnie d'assurance. Et là, j'avais beaucoup appris beaucoup. Je ne demandais qu'à apprendre finalement, j'avais un esprit qui était totalement vierge de tout enseignement économique. Et mon but était d'apprendre, toujours apprendre et de devenir de plus en plus performante, puisque je venais d'un milieu social et hospitalier, pour d'un seul coup rentrer dans un milieu économique que je ne connaissais pas du tout. Donc ma volonté était de me donner les moyens d'être performante pour mon mari et moi-même qui avions une telle complicité, une telle complémentarité de vision, puissions ensemble un jour bâtir notre avenir en commun. Et donc il y a ces différentes expériences qui commencent, et comment on en arrive à, puisque ça a été la résultante quelques temps plus tard, à créer une entreprise. Parce qu'il y a quand même des étapes entre être salarié, notamment à cette époque-là, et puis lancer sa propre entreprise. Mon mari et moi étions quand même des gens épris de liberté. Dans la mesure où, quand vous êtes VRP, on emploie peu ce terme aujourd'hui, mais c'est voyageur, représentant placier, vous avez une certaine autonomie, comme un agent commercial finalement, aujourd'hui. C'est un peu le même genre de système. Vous n'étiez pas salarié, vous étiez entièrement rémunéré à la commission. Et mon mari et moi avions donc cet espace de liberté, d'organisation, qui faisait qu'on était un petit peu patron malgré tout, ensemble, même si je ne participais pas à tout ce qu'il faisait, parce que j'avais quand même, on en parlera tout à l'heure, dans l'intervalle, j'ai eu quand même assez rapidement 3 enfants. Oui. Et cet espace de liberté, nous voulions l'approfondir et en faire une entreprise qui pouvait nous donner les moyens de nous exprimer, tous les deux, ensemble, et en même temps nourrir et éduquer nos enfants. Le principal étant déjà d'assurer le minimum vital à nos enfants. C'est la préoccupation de tout parent, nous en avions 3. Quand nous avons créé notre entreprise, c'était en 1969,
notre fils aîné avait à peine 10 ans. Notre dernier avait, il y a 3 ans d'écart entre les deux, 7 et 4 ans. 4 ans, 7 ans et 10 ans. Des enfants jeunes, donc. Et, mon mari avait rencontré entre-temps, j'avais une sœur qui était rentrée de Tunisie, et on allait de temps en temps la voir à Loudéac, où elle s'était installée. Et à Loudéac, elle dirigeait un hôtel-restaurant, et nous avons rencontré là une certaine personne qui nous a parlé du pneumatique, et c'est ainsi qu'on a créé, en association avec lui, une entreprise de négoce de pneus. Mais compte tenu qu'on ne s'entendait pas avec lui, on s'en est très vite séparés, et nous avons repris l'entreprise tous les deux tout seuls. Voilà. D'accord. Et alors même si ça peut paraître aujourd'hui un peu... Enfin, c'est pas la même approche, mais comment vous, en tant que femme aussi, vous perceviez un peu ce milieu, parce que le milieu du pneu et de l'automobile, en plus, je crois que vous étiez spécialisé dans le pneu plutôt de camion, était un milieu très masculin, je pense qu'il l'est toujours aujourd'hui, même si je connais peu ce milieu. Et vous, en tant que femme, vous arrivez dans ce milieu, enfin, forcément, on est dans les années 70, on n'est pas, et encore, même si aujourd'hui il y aurait du progrès à faire, ça a un peu évolué, mais pour moi, c'est deux idées qui s'entrechoquent en fait. Oui, alors paradoxalement, je ne me suis jamais posé la question. D'accord. Je ne me suis jamais interrogée sur le fait de moi, femme, qu'allais-je faire dans un monde pareil. Pour moi, il était naturel que je sois chef d'entreprise, puisque mon mari était à mes côtés et nous étions tous les deux chefs d'entreprise. Même si on n'avait pas la même hiérarchie, pour moi, et pour lui d'ailleurs, il n'y avait aucun ego. J'étais son associé, il était mon associé. Il n'était pas question de parler de femme ou d'homme. Oui. Nous étions deux travailleurs acharnés ensemble, qui voulaient réussir ensemble et qui devaient faire face à ses dettes, à ses engagements et à ce que représente comme engagement social, fiscal, commercial, tout ce que vous voudrez, une entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas de grandes évolutions par rapport à ça, puisque nous avons pratiquement tout de suite créé une SARL, dont j'étais la gérante. Mon mari ne souhaitait pas être gérant, quoi. Ce qui l'intéressait, mon mari, c'est le commerce. D'accord. Le reste, il s'en foutait royalement. Il voulait vendre. C'était son savoir-faire, son instinct. Il sait vendre. Et on a vraiment formé un duo de choc. À savoir que moi, j'étais, parfois par mon ignorance, une femme qui allait au fond des choses, parce que justement, ne connaissant pas tout, je me suis donné pour mission, chaque fois que j'entamais un domaine ou je pénétrais un domaine que je ne connaissais pas, c'est de m'interroger a priori sur mes connaissances, et si mes connaissances étaient incompatibles avec le domaine, je prenais les meilleurs experts et j'apprenais à leur côté. Et c'est ce que je vous ai toujours conseillé d'ailleurs. Tout à fait. Apprendre des apprenants. Ceux qui savent doivent apprendre à ceux qui veulent le faire leur savoir. Sinon, c'est pas la peine d'avoir un conseiller. Si vous vous contentez de dire « Ah ben moi, c'est mon conseiller », non. Vous êtes chef d'entreprise, il faut prendre le savoir là où il se trouve, c'est-à-dire auprès de vos conseillers. Et j'ai donc appris. J'ai beaucoup appris. Et je continue d'apprendre. Parce que j'aime ça, finalement. Je crois que c'est pas une question d'apprendre par besoin. C'est une question d'apprendre. J'ai envie d'apprendre parce que j'aime apprendre. J'aime apprendre et j'aime surprendre. Ce que vous faites très bien régulièrement. Et justement, dans ce besoin d'apprendre et d'approfondir les sujets, j'en viens un peu à la prise de décision. Quand vous étiez donc à la tête de cette entreprise, est-ce que vous aviez déjà des manières de prendre des décisions, alors ce qu'aujourd'hui on appelle bien sûr des process, mais des process de prise de décision avec Michel notamment, parce que comme vous étiez associé. Nous avions une SA ensuite, on s'est transformé en société anonyme.
malgré tout, la société anonyme, c'était 5 personnes de la famille qui avaient une action, et mon mari et moi-même. Oui. Il ne faut pas se leurrer, c'était une entreprise familiale et nous étions quand même garants de tout et propriétaires de tout, finalement. Et on en discutait ensemble, mon mari et moi-même, au bureau. Et ensuite, quand on pénétrait à la maison, on n'en parlait plus. D'accord. Mais par contre, une fois la décision prise ensemble, mon mari me laissait le loisir d'organiser la communication de la prise de décision. Parce qu'au plan administratif, disons, on avait chacun notre part d'action et de direction. Et autant je ne me mêlais pas du côté commercial, autant mon mari me laissait libre. Quand on est 2 associés, mari et femme, en plus d'être associés, époux et femme, c'est difficile de ne pas laisser un espace à l'un ou à l'autre. Sinon, dans le domaine privé, comment dirais-je, les arrière-pensées du domaine professionnel viennent empiéter le domaine privé et votre couple ne survit pas. Donc, quand vous avez un espace de liberté où chacun s'exprime spontanément, où la décision de chacun est respectée et, comment dirais-je, est prise au sérieux, je crois que le couple fonctionne parfaitement bien, aussi bien en professionnel qu'en privé. Et c'est ce qui se passait. On en discutait, on débattait de tout, comme 2 associés, mais une fois que les décisions étaient prises, chacun dans son domaine de compétences annonçait les décisions. Et pour ma part, mon mari avait un fonctionnement différent parce que moi je suis quelqu'un de très intériorisé. Mon mari, par son côté commercial, est quelqu'un qui extériorise beaucoup. Et, les souffrances que j'avais accumulées par le non-dit durant la période que nous avons traversée avec mes parents m'avaient appris que moins on se plaint, moins on parle, plus on se donne les moyens d'avancer en se renforçant soi-même. Et on avance comme ça. Moi, j'avais pris l'habitude de m'enfermer une après-midi par semaine dans mon bureau. Et je n'autorisais personne à me déranger. Et je réfléchissais, pour ensuite en parler avec mon mari, à prospecter dans ma tête, parce qu'il faut être prospectif quand on est chef d'entreprise, il faut anticiper, toujours anticiper, toujours appréhender les décisions à prendre, qu'elles soient faciles ou qu'elles soient difficiles. Il faut se donner les moyens d'annoncer quand c'est difficile avec beaucoup de souplesse et de diplomatie, et quand c'est facile de se réjouir en commun avec tout le personnel de ce qu'on avait réalisé ensemble, puisqu'on n'est pas seul pour réaliser. Et de donner confiance au personnel aussi, en leur donnant des responsabilités et en leur permettant de s'exprimer. Et ça, j'avoue que je le faisais en m'intériorisant, et ensuite j'en discutais avec mon mari, et ensuite on en discutait avec le personnel. D'accord. Donc il y avait quand même... c'est une approche très intéressante, je trouve, de la réflexion, où il y a d'abord une introspection, une réflexion interne, puis avec un premier partenaire, puis après avec l'ensemble. Donc il y a vraiment pas mal d'étapes. C'est une étape importante pour moi. C'est ce que... je crois qu'il faut appréhender les difficultés d'une démarche en s'intériorisant et en faisant de l'introspection. Est-on capable d'aller vers ça? Une fois on se dit qu'on est capable d'aller vers ça, est-ce qu'on est un bon manager pour entraîner? Alors déjà, est-ce qu'on est un bon associé pour entraîner son partenaire? Ensuite, quand on entraîne son partenaire, est-ce que tous les deux, nous allons pouvoir entraîner le personnel à nos côtés pour continuer d'avancer? Parce que finalement, on a créé 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs filiales. Et on s'est dit quand même qu'il fallait que le personnel se sente en confiance pour nous suivre. Et le personnel nous a toujours suivis. Je me souviens d'un salarié qui était rentré chez nous tout à fait par hasard. J'avais un ami qui était gynéco.
qui est décédé depuis malheureusement, et qui un jour me téléphone et qui me dit tu sais, j'ai une petite cliente, elle est dans une situation embarrassante, elle attend un bébé, son mari travaille dans le Loir-et-Cher, je me souviens plus très bien, mais ça doit être le Loir-et-Cher. Est-ce qu'il est dans le pneu? Est-ce que tu n'aurais pas par hasard un emploi à lui proposer pour qu'il se vienne ici, qu'il puisse se marier avant que ça ne s'étale au grand jour pour respecter sa famille à elle? Et je fais venir la jeune femme, on a tout de suite un excellent contact, et on était en train d'ouvrir une filiale, et on n'avait pas le responsable de la filiale. Et on a recruté cette personne, qui à vie durant est restée avec nous. Et même quand on a vendu l'entreprise à un groupe, je lui ai toujours dit, si un jour vous avez le moindre problème, vous me téléphonez, on vous retrouve à notre poste. C'est le même qui m'avait dit, je vais construire une maison, est-ce que vous me garantissez? Je lui dis, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous voyez, je crois que ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est une couche sociale qui est importante parce que on a le côté humain, le côté social, le côté amical, tout en gardant le respect de la hiérarchie. On a ce côté familial aussi, parce que c'était une entreprise familiale. Donc si les salariés avaient le moindre problème, on était tout de suite informés et on faisait le nécessaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est un peu ce que je regrette aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands groupes, beaucoup de gens qui prospèrent au sein d'un grand groupe, mais il n'y a plus ce contact humain, ou tout au moins dans certaines entreprises, il n'y a plus ce contact humain qui facilite quand même les rouages. Mais pour expliquer un peu aussi la situation, c'est que pour expliquer un peu notre relation ensemble, c'est que vous m'avez accompagné lors de ma création d'entreprise, alors d'abord à trouver des bureaux, comme ce qu'on a fait, d'ailleurs on en reparlera sûrement des petits bureaux, mais également vous nous avez accompagné, moi et mon associé à l'époque, sur notre début d'entreprise. Enfin, quand je dis notre début, c'est quand même presque sur toute la vie de notre entreprise, parce que vous nous receviez régulièrement et on a eu toujours cet échange un peu donc c'est des échanges qui me reviennent un peu en tête, et malheureusement je crois on n'a jamais eu l'occasion d'avoir cette discussion un peu sur le management, parce que et l'approche en tant que patron, parce que nous à l'époque on était jeunes entrepreneurs, dans le sens pas beaucoup d'années d'expérience, puis on n'avait que la relation avec moi avec mon associé, puis on avait notre relation à nous deux, et c'est depuis que j'ai évolué et j'ai pris des postes avec un peu de management, où je me rends compte de ce que vous dites actuellement sur l'importance de laisser de la place à l'associé et de laisser de la place aux salariés ou en tant que manager à l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, moi avec le recul, et je ne parlerai pas de regret, mais je me dis, avec de tels conseils, avec de telles approches, en fait, j'aurais peut-être fait certaines choses différemment. Disons, si vous voulez, François, la difficulté quand on est conseiller, même bénévole, c'est de prendre trop de place dans la décision des gens que vous conseillez. Et je ne vous sentais pas solliciteur par rapport à cette approche. Et je suis toujours une personne extrêmement pudique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, et c'est paradoxal, la difficulté de ma relation publique. Je ne sais pas me raconter. On le fait là aujourd'hui avec beaucoup plus de facilité parce que je vous connais, et parce que nous avons eu quand même une relation privilégiée avec vous et Diego. Tout à fait. Et que même si on ne s'est pas toujours revus, j'ai suivi vos péripéties, je vous suis sur LinkedIn, donc je sais ce que vous êtes devenus. Et j'ai toujours eu, auprès des gens que j'ai conseillés, une certaine réserve, parce que j'ai une forte personnalité, et je ne voulais pas qu'elle se transforme en obligation de faire pour les gens qui étaient en face de moi, parce qu'ils avaient la fragilité des personnes qui démarrent. Tout à fait, oui. Donc c'est assez difficile quand vous conseillez de rester à votre place
sans vous impliquer de trop. Et je le comprends, et c'est pour ça que des sujets qu'on aborde aujourd'hui et que je suis très heureux d'aborder, je chéris un peu l'expérience que vous avez, et c'est pour ça que moi, en fait, je fais ce projet de podcast, alors avec vous, mais aussi avec tous les dirigeants, parce que j'estime que il y a toute une expérience et un savoir-faire, alors, moi je suis très axé prise de décision, mais il y a un savoir-faire qui mérite d'être transmis et raconté. Et donc, j'espère que ce média est un bon format, mais effectivement, à l'époque, moi, les questions de management me passaient au-dessus de la tête. Oui, parce que la question que je me pose, et la question que je me suis posée, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait un petit peu me mettre en recul par rapport à la création d'entreprise. J'aime profondément l'entreprise, en tant qu'entité, et tout ce qu'elle contient, comme problématique, comme bonheur, comme souci, comme incohérence parfois. Mais je suis dans une démarche cohérente. Tout doit être sacrifié à l'entreprise. Tout. Parce que seule la réussite de l'entreprise peut faire la réussite de son manager et la réussite de ses salariés. S'il n'y a pas ce sacrifice en vue de développer l'entreprise, parce que pour moi une entreprise, ça va paraître peut-être brutal à certaines personnes qui construisent leur entreprise en auto-entrepreneur, mais pour moi l'entreprise est quelque chose qui doit occuper un territoire, permettre à des gens d'avoir des emplois, développer économiquement un territoire et en faire la richesse de ce territoire. Donc il faut des petites entreprises, mais il faut aussi des PME, et il faut aussi des grandes entreprises. Mais par-dessus tout, il faut qu'il y ait des laboratoires, il faut qu'ensuite ces laboratoires permettent l'industrialisation, qu'ensuite l'industrialisation fasse mettre en place des sociétés de services, des sociétés de vente de ces produits, et qu'ensuite ces sociétés de vente de ces produits permettent des services pour faire vivre ces produits et assumer dans la durée la capacité de ces produits à être un équipement durable. Donc toute une chaîne de responsabilités, et chacun à notre niveau, en tant qu'entreprise, nous avons la nécessité, quand on devient chef d'entreprise, de penser d'abord à l'entreprise et à son implication dans le territoire, et ensuite à nous, pour un salaire qui nous permette de vivre décemment. Je crois qu'un chef d'entreprise, quand il démarre, ne doit pas chercher la richesse. Il doit d'abord chercher à développer. Et ensuite, la richesse vient. Et ensuite, s'il a su donner, il va pouvoir recevoir. Et l'approche que j'ai eue dans les dernières années de mes accompagnements, c'est qu'on me sollicitait souvent pour me demander « j'ai besoin d'un prêt, qui va pouvoir me le donner ?» avant même que de parler de la démarche entrepreneuriale. Or, ce qui est important, on peut avoir une excellente idée et sans argent la faire prospérer, et on peut avoir de très mauvaises idées, beaucoup d'argent, et ne pas faire prospérer l'entreprise. On voit un peu l'écho de ça aujourd'hui avec tout ce qu'on appelle les startups et les levées de fonds, où on a des startups qui lèvent des millions d'euros et qui, une fois que l'argent s'épuise et qu'ils n'ont plus cette ressource, cessent d'exister en fait. Oui. C'est un peu le paroxysme, hein, c'est un peu le haut du panier, je veux dire. C'est un peu l'exemple, le très gros exemple, mais ça se vit tous les jours aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et dans l'écosystème entrepreneurial. Nous ne pouvons pas être une France start-up. Nous devons être une France avec ce que je vous ai dit, des laboratoires, des industries, tous les services dont je vous ai parlé, toute une chaîne économique qui permette justement d'assurer différentes catégories d'emplois. On ne peut pas être une France de services uniquement. Il nous faut fabriquer pour notre indépendance économique, il nous faut trouver des bonnes idées, faire des recherches. Donc tout ça est important, et
Voilà, j'ai simplement la passion de l'entreprise que j'ai découvert au travers d'aventures. Et qui furent des aventures pour moi. Je suis en manque d'entreprise, c'est vrai. J'ai essayé le monde politique quand notre entreprise a été vendue, mais je suis très vite revenue au monde économique en disant que dans le monde économique, nous avons des choix à faire, des choix pertinents. Dans le monde politique, nous dépendons du pouvoir pour les choix à faire. Et nous dépendons de la hiérarchie des pouvoirs selon le niveau où vous êtes arrivé en politique. Donc, une incapacité pour moi à faire des choses que j'aimais faire tout en servant mon pays au plan politique. Justement, je voudrais revenir un peu après, peut-être sur la partie plus engagement social et tout ça, mais vous aviez mentionné que donc l'entreprise que vous aviez développée avec Michel, vous l'aviez vendue à un grand groupe. Pourquoi cette décision de mettre fin à cette aventure? Alors, mettre fin, c'est pas fermer l'entreprise, mais c'est la revendre et s'en séparer? C'était pas une décision délibérée. D'accord. C'était une décision opportuniste. D'accord. Lorsque nous avons vendu l'entreprise, le marché des pneumatiques, puisque notre activité principale était le négoce des pneumatiques, était en pleine transformation et concentration. À savoir que du jour au lendemain, Michelin, Dunlop, Kléber, toutes les marques se concentraient au sein de même groupe et rachetaient pour assurer leur marché, et leur part de marché surtout, racheter des entreprises distributrices, donc des détaillants comme nous. Et nous avions quand même à l'époque déjà un certain nombre d'entités et de salariés, et nous avions la responsabilité de l'avenir de notre entreprise et de l'avenir de ses salariés. Donc, dans un marché en pleine révolution, où Michelin achetait des entreprises de négoce, où Goodyear achetait des entreprises de négoce, où les Japonais commençaient à investir le marché, où des quantités de choses se passaient, nous avions le choix soit rester petits au milieu de grands manufacturiers qui auraient pu, et qui l'ont sans doute fait, du jour au lendemain faire baisser les prix et imposer leurs règles, et les petits se seraient auraient été mis en faillite, ou sans clients. Et d'un autre côté, comment faire pour leur résister, sauf à marche forcée, à vous développer, à faire des emprunts. On venait de faire un emprunt très important pour acheter une entreprise à Saint-Brieuc, où il y avait une quarantaine de salariés. Donc, on ne pouvait pas tous les ans réinvestir de tels montants. Donc, quand s'est présentée l'offre, elle était avantageuse. Nous en avons discuté avec nos enfants, qui étaient adultes et dont 2 étaient dans l'entreprise à l'époque. Nos enfants nous ont dit, écoutez, il vaudrait peut-être mieux vendre compte tenu de la situation de concentration, où des grands groupes comme Goodyear, Michelin et d'autres allaient envahir le marché en rachetant des négociants, ou alors prendre le risque de se casser la figure carrément, en n'ayant pas la capacité à suivre ses politiques et à être petit parmi les grands. Il y avait une expérience une capacité de faire, à condition d'avoir la possibilité d'attendre une dizaine d'années jusqu'à ce que ce soit retassé, cette concentration, pour refaire émerger d'autres petits. Mais manifestement, économiquement, nous ne pouvions pas courir ce risque. Donc nous avons accepté de vendre à un grand groupe, et mon mari a gardé pour la part de notre groupe qui s'était agrandi aux côtés de cet investisseur. Mon mari est resté à la direction commerciale et moi je suis restée Mon mari est resté à la direction générale et moi je suis restée à la direction en tant que PDG de notre groupe.
ce qui m'a permis de me rendre compte des difficultés de l'entreprise qui venait de nous racheter au bout de 2-3 ans. J'ai donné ma démission, je suis partie. Ils sont venus me rechercher au bout de 2 ans en me proposant la direction générale du groupe. Et j'ai refusé. D'accord. Voilà. Ok. Et justement, je veux vraiment en parler parce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire, mais alors je crois que c'est pas dans la foulée, mais vous avez créé relativement après un cabinet d'expertise qui était sur un thème plutôt novateur à l'époque. Oui. Je dois vous dire que quand notre entreprise a commencé à bien se développer, avoir des rouages bien établis, des postes bien déterminés, qu'elle avait acquis son rythme de croisière finalement, j'étais devenue au plan d'abord local, puis ensuite régional et ensuite au plan national, responsable de l'environnement du syndicat professionnel du monde automobile à l'époque et responsable également des pneumatiques, de la commission nationale pneumatique et de la commission nationale environnement. Et j'étais la seule femme au bureau, la seule administrateur dans un bureau très masculin. Vous l'avez relevé tout à l'heure. Mais encore une fois, et je dois le dire à l'attention des femmes, si elles nous écoutent plus tard, qu'il ne faut jamais se poser la question de savoir si telle est bien votre place ou n'est pas votre place. Si vous choisissez d'être à un poste, c'est que c'est votre place, c'est que vous en avez les compétences, ou si on vous a choisi. Là, en l'occurrence, moi, je n'avais pas été choisie, j'avais été mise de facto devant le fait accompli d'avoir développé avec mon mari une entreprise. Et mon mari m'avait dit, si tu ne sais pas, tu apprendras, j'ai confiance en toi. Mais les femmes qui se posent cette question, c'est un manque de confiance qu'elles n'ont pas le droit d'avoir à un poste de responsabilité. Elles n'ont pas à se demander si elles sont capables ou pas. Une fois qu'elles sont à ce poste, elles l'assument en apprenant, comme j'ai pu le faire. Parce que si déjà elles sont arrivées à un poste de responsabilité, c'est qu'elles ont des acquis, des connaissances, des compétences. Même si elles sont partielles, on peut toujours se donner les moyens d'apprendre. Voilà. Donc, on ne doit pas se poser la question. On doit penser l'entreprise, la développer avec toutes les capacités que l'on a et en se donnant d'autres moyens en apprenant. Donc, au sein de ce syndicat, j'étais en relation avec les ministères. J'ai pu mettre en place la politique des véhicules hors d'usage au niveau français et européen. C'était le démarrage de l'environnement automobile. Justement. Et j'ai eu la responsabilité du traitement des déchets automobiles et la responsabilité du traitement des pneumatiques une fois usagés. Qui était un sujet quand même très novateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est courant, parce qu'on se pose la question, mais il y a... C'était les années, si je me souviens bien, 88, 89. Il y a une trentaine d'années, on parlait peu d'écologie. Et encore moins d'une femme à la tête de sujets pareils. Et pourquoi cet intérêt pour ce sujet ? Il n'y avait pas de présidence de commission au niveau pneumatique, au CNPA. J'ai même créé le CQP, le certificat pour les pneumatiques. Il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait rien pour les montages de pneus. D'accord. J'ai même, avec l'école de formation du syndicat professionnel de l'époque, créé ce certificat pour permettre à des jeunes d'apprendre à monter des pneus convenablement au sein du CNPA de l'époque. Pourquoi ? C'était pas... ça faisait partie de mon métier. Le pneumatique, c'était mon métier. Donc, toutes les contingences liées à la durabilité du produit, au traitement en qualité de déchets, et le premier traitement d'un pneumatique, hors les pneumatiques tourisme, c'était le recyclage par le rechappage pour les pneumatiques utilitaires. Donc, pour moi, ça faisait partie naturellement de mes fonctions.
D'accord. Et j'ai donc créé ce cabinet. Oui. Quand j'ai démissionné de mes fonctions, parce que j'avais eu l'audace, et c'est la première fois où je me suis trouvée en butte à l'expression du rejet des femmes en tant que responsable. Pour la première fois de ma vie, un homme a osé me dire ce que je vais vous raconter. Nous étions en période électorale dans notre chambre syndicale, dans notre syndicat. Et j'avais dit à mon président de l'époque, ça ne m'a pas marqué, vous voyez, je me souviens même plus de son nom, j'avais dit, dans ce métier de garage, où beaucoup de femmes s'occupent de l'administratif pendant que leur mari a le nez dans le moteur des voitures, il serait bon que vous les reconnaissiez en ayant à vos côtés une femme comme vice-présidente du syndicat. Et je me porte candidate à la vice-présidence. Et je m'entends répondre, une femme c'est bien en position allongée, mais pas en tant que vice-présidente de notre chambre syndicale. Et j'ai démissionné. Et ce jour-là, cette personne a envoyé un mot dans tous les ministères en disant que j'avais été fichue dehors. C'est la seule fois, vous m'entendez, où j'ai été en but vraiment à du machisme pur dans ce monde. Partout, si j'ai eu, durant ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je voulais bien être dirigeante d'une société pneumatique aux côtés de mon mari. Mais moi, je voulais aussi savoir de quoi était fait un pneu. Donc je suis allée apprendre de quoi était fait un pneu. J'étais capable de parler technique, pneu, technique d'usure. Je suis même devenue auprès de la prévention routière l'expert qu'on appelait quand il y avait des accidents locaux qui portaient un doute sur les pneumatiques. J'ai fait pas mal de choses quand même. Oh oui. Et j'ai analysé les pneumatiques pour le compte de la prévention routière. Pour moi, c'est une passion. Le pneumatique nous avait permis de réussir, la Bretagne nous avait permis de réussir, l'entreprise nous avait permis d'être heureux, en famille et financièrement, on s'en était sortis. Donc je me devais d'être responsable et de donner encore plus. Moi, c'est toujours comme ça que je vous ai connu, à redonner. Pourquoi cette volonté toujours de vouloir redonner? Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent et qui ne redonnent pas. Et moi, je vous ai toujours connu comme ça, à toujours vouloir redonner. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que dans l'envie de donner, on trouve un intérêt. Moi, j'y trouve du bonheur. Pas un intérêt. A fortiori, pas un intérêt financier, puisque c'est du bénévolat. Comme je vous le disais, j'ai eu une enfance très heureuse, avec des parents qui nous ont beaucoup aimés, mais qui ont été très durs. Il y a une maxime que j'ai jamais oubliée. Mon père nous disait, on était 7, hein, je vous donne le pain. Pour mon père, le pain, c'était le maximum de bien-être qu'il pouvait nous offrir. La nourriture, le logement, la vie sociale, les études, tout. À vous de mettre le beurre et la confiture, si vous le pouvez, sur ce pain. Je n'ai jamais oublié. Et pour moi, c'était profondément inscrit dans mon cœur, cette maxime. Et je me dis que quand on peut donner aux autres tout ce qu'on a reçu d'amour, parce qu'il y a différentes sortes d'amour, il y a l'amour pour son mari, l'amour pour ses enfants, l'amour des gens, et qu'on peut aider quelqu'un à franchir un pas difficile, pourquoi pas? Et de plus, j'ai rencontré, très rarement, mais j'ai rencontré au moins une personne dans ma vie qui nous a aidés. Aidés au sens large du terme, surtout moralement. Quand nous sommes arrivés à Rennes, mon mari et moi, pour nous installer à Rennes, nous étions en caravane, puisque compte tenu, nous n'étions pas mariés à l'époque, hein,
On a mis 5 ans avant de pouvoir se marier parce que mes parents étaient hostiles. Et donc, durant tout ce laps de temps, il s'est écoulé à peu près 5 ans entre le moment où on a pu se marier officiellement. Quand nous sommes arrivés à Rennes, j'avais dit à mon mari, je crois que j'aimerais vivre dans cette ville. Je ne sais pas pourquoi, mais les propriétaires nous refusaient des logements parce que nous n'étions pas mariés, etc., etc. Bref, je passe sur la façon dont j'ai été traitée en tant que femme pas mariée en 1959. D'accord ? Une époque différente de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ce que je dis gentiment aujourd'hui, c'est que moi je suis toujours avec le même mari, et qu'il y a beaucoup de femmes mariées de l'époque qui ne sont plus avec le ciel. Mais peu importe, si vous voulez, j'ai souffert de ça aussi. Donc, quand nous sommes arrivés à Rennes pour la naissance de notre premier enfant, Christian, il se trouve que nous étions en caravane, puisque comme on n'avait pas de logement, on avait acheté une caravane. Mais vous savez bien qu'à l'époque, enfin je ne sais pas si vous le savez, vous êtes jeune, il n'y avait pas de terrain de camping. C'était pas organisé comme aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à Rennes et nous nous sommes mis sur le mail, actuellement le mail Mitterrand. Ah oui. Parce que j'allais accoucher à la clinique de la Sagesse. D'accord. Et j'étais à 2-3 jours d'accoucher. Et matin, les gendarmes, enfin la police, je ne sais pas si c'était les gendarmes à l'époque, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il qu'après 6h du matin, bing bing, vous devez dégager. Alors là, j'ai explosé, j'ai dit non, je n'irai pas. Je n'irai nulle part, je vais rester là. Et si vous n'êtes pas d'accord, je me sens encore capable d'aller trouver le maire de la ville, de le rencontrer et de lui dire pourquoi je vais rester là. Parce que vous voyez, je viens d'arriver, on arrivait de Morlaix. Je vais avoir mon bébé et je ne veux pas prendre le risque de me trouver dans un coin perdu pour accoucher. J'ai fait le siège de la mairie, la première demande au guichet, on me dit non, monsieur le maire ne vous recevra pas, il est trop occupé. C'était Henri Fréville. Et je dis bon, je vais attendre jusqu'à ce qu'il me reçoive. Et le maire m'a reçu. Et il m'a dit madame, il est hors de question pour moi de vous mettre en danger. Voilà, vous allez rester là, rentrer en clinique, et dès que vous sortirez de la clinique, voilà les clés d'un terrain complètement clos, et vous allez vous y installer avec votre caravane tant que vous voudrez, jusqu'à ce que vous soyez rétabli avec votre bébé et votre mari. Et je n'ai jamais oublié Henri Fréville. Et quand il est décédé, j'ai mis un petit mot en souvenir de ça. D'où mon engagement politique. Il m'avait donné une leçon de morale telle, une leçon que je n'ai jamais oubliée. Je me suis dit, si un jour je veux rendre quelque chose à cette ville, c'est en m'engageant en politique. Et c'est ce que j'ai fait, après. Quand j'en ai eu le loisir. Justement, après j'en reviens parce que je me suis prêté à l'exercice de compter un peu tous vos engagements entre à peu près entre 1997 et 2013. Et on va dire que j'ai compté quand même plus de 16 engagements. Et à des postes extrêmement variés. Oui. Alors ça, j'ai aussi bien comme élu consulaire, comme magistrat au tribunal de commerce de Rennes. Oui. Chroniqueuse, on en parlait juste avant merci, juste avant comment s'appelle ce podcast, et je vais pas faire la liste, mais il y a des choses tellement différentes. Pourquoi cette appétence à la vie politique, mais pas que, parce qu'il y a aussi moi ce que j'appelle un peu la vie sociale, la vie de la société, de la ville, quoi. Je sais pas, très honnêtement je sais pas. Des fois, je regarde un peu mon signe. Je suis née au mois de septembre, donc c'est le signe de la Vierge. Et on dit que la Vierge est un signe d'engagement. Je ne sais pas si ça vient de là, je ne sais pas. Mais j'ai toujours été comme ça.
Si je sens que quelqu'un est en difficulté, j'essaie de l'aider. Mais je ne m'empare pas de la personne. À savoir que je ne cherche pas à faire pour, ni à faire avec. Je cherche à montrer un chemin, si j'ose dire. Et si ce chemin est réalisable, auparavant, on en discute. Et puis après, j'aide à franchir les étapes. Je ne veux pas vivre à la place de quelqu'un d'autre. Je veux essayer que les gens puissent trouver leur voie et leur chemin, les conseillants, c'est tout. Parce que, pour ma petite expérience et de la relation qu'on a eue, j'ai beaucoup apprécié et qui m'a permis de grandir rapidement en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vrai que je peux témoigner de premier abord. Mais les gens se posent... De ce que je constate en tout cas, c'est que d'un certain côté, j'ai parfois l'impression de faire peur aux gens. À tel point que il y a eu des choses que j'ai eu envie de faire qui m'ont été refusées sans le prononcer, que j'aurais aimé faire. J'ai rencontré beaucoup d'opposition. J'ai réussi mon mandat de magistrat, mais j'ai pas été renouvelée. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidée dans ma vie de chef d'entreprise, dans un milieu extrêmement difficile, c'est que j'ai toujours pris avec beaucoup d'humour les allusions à ma condition de femme et que je ne m'y suis jamais arrêtée. À savoir que je n'ai jamais considéré que c'était un obstacle, parce que j'ai toujours pensé que nous sommes dans un État libre, nous sommes égaux en droit et en devoir, et que par rapport à ma liberté, je peux faire le métier que je veux, parce qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Le seul handicap que l'on peut rencontrer, parfois, et ça dépend encore des constitutions, c'est par rapport à notre santé, par rapport à des handicaps, par rapport à une charge de travail trop lourde, que notre constitution, peut-être plus fragile de femme, peut intervenir. Mais pour moi, il n'y a pas de métier d'homme ou il y a de métier de femme. Il y a des métiers que l'on aime faire ou que l'on n'aime pas faire. C'est une vision que moi j'adhère à 100% et malheureusement qui n'est pas encore aujourd'hui largement appliquée. Et c'en est dommage. Mais disons, je crois qu'une part de responsabilité incombe aux femmes elles-mêmes, par ce manque de confiance en elles. Combien de fois on m'a demandé d'intervenir au niveau du parc que l'on a créé en Bretagne à l'initiative d'associations comme Entreprendre Ensemble et d'autres associations, avec le préfet de région, la chambre de commerce et pas mal d'institutions. C'est qu'il faut toujours dire aux femmes qu'elles n'ont aucune raison de ne pas avoir confiance en elles. Si elles se sentent capables de faire quelque chose, pourquoi pas? Quel est le rapport avec le masculin ou le féminin? Si on est capable, je ne sais pas moi, d'être monteur en pneus, peintre, je ne vais pas aborder tous les métiers, mais si on est capable de faire un métier, pourquoi pas le faire? Pourquoi s'arrêter au fait que l'on soit femme ou homme? Or les femmes se sentent déjà empêchées, ne serait-ce qu'en pensant qu'elles sont femmes. Et là, c'est là qu'est le manque de confiance. Et le manque de confiance est là, pourquoi? Parce que ce ne sont pas les lois qui vont faire avancer les esprits. Les lois, ce sont des moteurs que l'on actionne pour, comment dirais-je, encourager les esprits à changer. Mais ce ne sont pas les lois qui permettent aux esprits de changer. Elles les font évoluer, mais avec la rapidité du langage intellectuel de chacun des Français, c'est-à-dire très doucement. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que les femmes franchissent elles-mêmes le pas en se donnant les moyens et non pas en se posant des questions. Elles y vont, elles prennent le risque. Comme je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on ne se pose plus cette question. Vous pensez?
Ah, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Alors, je suis complètement d'accord tout en n'ayant pas cette... étant un homme, moi je me suis jamais posé ces questions-là. Et je les découvre à travers ma vie d'entrepreneur, ma vie de manager, avec ma compagne, des choses comme ça, où c'est des questions que je découvre. Mais c'est en fait la même... Moi j'ai eu cette un peu approche quand ma famille n'est pas du tout entrepreneuriale à la base, mes parents sont profs. Et en fait, mais la mienne non plus ne l'était pas. C'est ça. Et puis en fait, du jour au lendemain, du jour au lendemain, après une réflexion, je leur ai annoncé du jour au lendemain, quand on était en Allemagne, et je me rappelle très bien de ce moment-là, on était en train de se promener, je faisais mon année en Allemagne, et je dis à ma mère, je dis à mes parents, voilà, on va très certainement lancer avec Diego, mon ancien associé, une boîte dans ce domaine-là. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais pourquoi, comment, ils m'ont posé plein de questions, et je leur dis, mais parce que en fait, je risque rien, j'ai pas d'a priori, je me dis pas je peux pas. Et donc je me suis lancé. Et j'avais tout à réfléchir. Si on y réfléchissait un peu, j'avais un poste qui m'attendait plutôt bien payé en Allemagne, alors même à Paris, des choses comme ça, et je me suis jamais posé la question. Et c'est là où je retrouve un peu cet esprit que vous dites, alors vous pour les femmes effectivement, mais moi je l'ai retrouvé un peu à mon niveau dans l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec cette approche. Vous savez, j'ai un peu de mal à m'impliquer dans les associations uniquement féminines. J'ai un peu de mal, pourquoi? Parce que quand on crée une association pour aider les gens à entreprendre, pour moi qu'il soit... Au départ, j'ai fait la même approche. Je me suis dit, tu es une femme, tu as une capacité à pouvoir conseiller, tu vas créer, entreprendre ensemble pour aider d'autres femmes. Par ton exemplarité, peut-être que ce sera plus facile pour elles. Surtout qu'il y a une différence un peu considérable par rapport à ma position à l'époque, où il n'y avait aucune aide, aucune loi, aucune obligation, rien que la volonté d'un couple de travailler ensemble. Mon mari n'a jamais essayé de m'imposer, je me suis imposée. La seule chose qui s'est imposée, c'est de respecter, comme moi j'ai pu respecter sa liberté, de respecter la mienne au poste que j'avais dans l'entreprise à ses côtés. Donc nous nous sommes respectés mutuellement, chacun à notre poste avec notre espace de décision. Et je me suis dit que ça allait peut-être aider les femmes. Mais finalement, je ne sais pas si ça les a aidées. J'ai toujours entendu, oui, mais à votre époque, attendez, quand on n'a rien, que ce soit l'époque d'aujourd'hui, ou l'époque de demain, ou l'époque d'après-demain, ou d'il y a quelques années en arrière, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas les compétences, quand on n'a pas acquis les bases pour créer quelque chose, et à tout le moins une entreprise, où vous êtes responsable de tout, fiscalement, socialement, humainement, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis du droit français, que vous êtes censé connaître sur le bout des doigts, je ne vois pas où est la différence. Au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, c'est même plus facile, parce qu'il y a pléthore d'associations qui vous aident, il y a pléthore de gens qui sont à vos côtés, notamment les CCI, alors que moi, à mon époque, il n'y avait personne. Personne ne m'a dit comment il fallait faire. Mes premiers cheminements vers la fiscalité, ça a été de trouver... Mon mari allait trouver les inspecteurs du fisc pour nous aider. On ne savait pas faire autrement. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Alors, c'est un peu pour ça que je me suis désengagée. Parce que je trouve que les femmes se sont victimisées elles-mêmes. Elles sont victimisées par rapport aux violences. Elles sont victimisées par rapport à l'inégalité. Elles sont victimisées par rapport à leur manque de confiance. Alors qu'elles ont tellement de compétences, tellement d'apports à transmettre et à donner à notre société. Je ne peux que leur dire, foncez et arrêtez de vous laisser victimiser. Il y a des victimes.
il y a des incohérences par rapport à certains traitements salariaux, c'est exact, d'inégalité salariale d'un poste à un autre. Mais c'est à la femme d'exiger, c'est à la femme de demander son salaire, le salaire qu'elle juge mérité. Elle n'a pas à attendre que d'autres ou que des lois viennent le faire à sa place. Les lois ne peuvent être que des moteurs qui vont emballer la machine pour permettre aux chefs d'entreprise, parfois un peu irresponsables par rapport à cela, de se sentir un peu boostés par la loi pour le faire. Mais c'est tout. Ça n'est qu'un appui. Ça n'est pas une fin en soi. Et c'est en ce sens où je me sens en décalage par rapport à tout ce que j'ai pu faire et par rapport à ce que les femmes devraient faire aujourd'hui avec tous les moyens à leur disposition et par rapport à ce que la société perd comme richesse et complémentarité en se détournant des compétences des femmes et dont elles sont aussi en partie responsables parce qu'elles n'osent pas foncer dans le tas. Il y a, à ma maigre vision, moi j'en vois quelques-unes, mais sur le constat général, effectivement, ce n'est mais pas... heureusement qu'il y en a quelques-unes qui ont l'audace que j'ai pu avoir à une époque. Mais je préférerais qu'elles soient 100% comme ça. Et je pense que nous manquons de mentorat. Nous manquons d'exemples, mais non pas de femmes haut placées, de femmes de terrain qui, comme moi, ont dû se battre pour réussir. C'est pas les femmes qui sont arrivées à des postes à haute responsabilité qu'il faut nommer, montrer en exemple. C'est des femmes parties de rien, sans rien, et qui sont arrivées là où elles sont arrivées par leurs propres moyens et leur propre envie de s'en sortir. C'est celle-là qu'il faut mettre en avant. Et croyez bien, je ne parle pas de moi parce que je ne me présente à rien et je ne souhaite rien que de continuer ma vie tranquille parce que je considère qu'il y a un moment où il faut savoir s'effacer au profit des autres. Je n'ai besoin de rien, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens, où je vais. Et de toute façon, l'égalité absolue, vous savez, c'est notre fin de vie. Et oui. Donc, comme nous sommes tous identiques par rapport à cela, je me dis que finalement, j'ai eu une vie heureuse. Et j'ai eu une vie heureuse et pleine d'aventures, mais d'aventures au bon sens du terme. Aventures associatives, aventures d'engagement, aventures familiales importantes, des enfants qui ont pris la même voie. J'ai un fils qui est agent immobilier, il n'a jamais fait d'immobilier et il réussit très bien. Je pense que le plus important dans l'éducation de nos enfants, c'est de leur montrer l'exemple. Pas de leur dire ce qu'il faut faire. De les éduquer et ne pas laisser l'enseignement les éduquer. C'est pas à l'éducation nationale d'éduquer. L'éducation nationale doit enseigner. C'est aux parents d'éduquer les enfants. Et c'est cette éducation qui, par moments, pêche beaucoup dans notre société actuelle. Moi, mes enfants m'ont jamais dit un mot de travers. Ils savaient que nous n'aurions pas supporté, ni mon époux, ni moi-même. Et même à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, largement majeurs, mariés, j'ai des petits-enfants, jamais ils ne nous manqueront de respect. C'est ça qui est important. Oui, complètement. Et moi, je suis heureuse d'avoir eu la vie de travail que j'ai eue finalement. Vous voyez, nous avons vendu notre entreprise, nous étions très jeunes, mon mari et moi, hein, puisque nous avons vendu l'entreprise, j'avais 52 ans, mon mari devait avoir 54 ans. Donc nous aurions pu refaire une entreprise. Moi, j'aurais créé un cabinet dans l'environnement, donc j'ai continué. Et ensuite, j'ai trouvé que finalement, c'est pas l'argent qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de découvrir des personnalités capables d'entreprendre et de donner à leur tour. D'où la création et la participation à de nombreuses aventures dans ce sens-là. Voilà.
Et je crois que la vie est une grande aventure. Toute la vie est une aventure. Il faut savoir lui donner un sens. C'est ça. Eh bien, merci d'avoir partagé un peu de votre expérience. Vous savez, François, pour conclure, ce que je dirais tout simplement, c'est que rien de grand ne s'accomplit sans amour. Et je crois que c'est vrai pour tout un chacun de nous. Tout à fait. Eh ben, Par merci. amour, on est capable de faire des quantités de choses. Ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Daisy. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis